Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission What's Up. Aujourd'hui au programme, du théâtre avec Le Grand 20e, une pièce mise en scène par Dominique Delvalle. De la musique avec le groupe Lucas John and the Buddies et de la fiction avec le téléfilm Elle, les filles du Plessis, réalisé par Bénédicte Delmas. Restez avec nous car What's Up, ça commence maintenant. Et on commence tout de suite avec notre rubrique théâtre où nous recevons Dominique Delvalle, metteur en scène et créateur de la compagnie Anton Tchekhov. Bonjour. Bonjour Dominique. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors comme je viens de le dire, vous êtes le metteur en scène et le créateur, le fondateur de la compagnie Anton Tchekhov. Alors vous avez mis en scène récemment Le Grand 20e, que vous avez joué récemment à l'Auditorium Saint-Nicolas de Valenciennes. Je vous propose de regarder tout de suite un petit reportage concocté par nos équipes. Avec plaisir. Pendant que tu y es, couvre ça. Quoi? Si vous voulez, pour moi, un nouveau spectacle, c'est un accouchement. Et d'ailleurs, en tant qu'homme, on ne détient pas la poéthéose de la création. C'est mon enfant qui va venir au monde au moment où le rideau va s'ouvrir. Suivrons-nous d'un ton court vers d'autres nébuleuses? Regret des yeux La de compagnie l'habitant est que belle je dirige a été fondée en 1980. J'ai intitulé ma compagnie Anton Tchekhov, en hommage au dramaturge russe, pour lequel j'éprouve vraiment une dilection, un amour jamais tendre. eu la moindre patience avec moi. Je ne suis pas là pour avoir de la patience, mais pour monter Péléas et Mélisande. Et tenter Je suis dans la compagnie Anton Tchekhov depuis 2007 exactement. Donc grâce à Dominique évidemment, puisque j'étais d'abord son étudiante en terminale littéraire. Et de là, il a décelé chez moi, je vais dire, un potentiel et un intérêt également pour le théâtre. Et donc c'est comme ça que progressivement, je suis rentrée dans la compagnie. C'est une petite famille. On se connaît, pour la plupart depuis longtemps. Qu'on crée des liens forcément particuliers. Chacun a sa place, chacun est là pour aider l'autre. Il n'y a pas cette compétition entre les gens. Chacun a un rôle de comédien, mais chacun a son rôle personnel dans la pièce et chacun apporte. Parce que nous, notre but ultime, c'est de transmettre une émotion. Et quand on sent que le public l'a capté, forcément, ça nous apporte beaucoup aussi. On se dit, ça y est, on a réussi à transmettre. Ah non, pas ça, malheureuse. Un whisky. Bien tassé. Je n'aime pas le whisky. Ah bah, Le 26 mars prochain, nous allons jouer un spectacle qui s'intitule Le Grand 20e. Nous proposons une traversée du XXe siècle en théâtre, en extrait de théâtre, en chanson et en poésie. Le XXe siècle doit, sur scène, mettre en valeur tous les grands noms, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient comédiens, ou aussi des grandes thématiques qui ont traversé et marqué notre siècle. mais de rien, quel fiche le camp. Vous la jetez sur le pavé? Et alors? Elle ne sera pas la première, non? Franchement, mon enfant, je te rends un grand service. Tu t'incrustais ici. Tu t'encroches. Je vais jouer Sarah, donc Sarah Bernard. Donc Sarah, le texte écrit notamment par Dominique Delvalle. Un personnage avec un tempérament explosif, un tempérament de feu. Et ensuite, je vais jouer un personnage. Donc là, c'est plus une bande de copines qui se retrouvent et qui vont parler des hommes, notamment. Si c'est sur des personnes, je vais dire, connues ou qui ont eu un parcours connu, forcément, on va faire nos enquêtes, nos recherches. On va essayer de s'imprégner au maximum du personnage, je vais dire, qui a été présent, vivant. Maintenant, si c'est des personnages plus fictifs, on va s'imprégner, je vais dire, par nos propres émotions. On va essayer de transmettre, nous aussi, notre vécu à travers le personnage. Vous avez donc mis en scène une représentation du XXe siècle. Pouvez-vous nous parler des pièces et des auteurs que vous avez choisis? Alors, nous avons choisi, comme il est dit dans le reportage, des auteurs qui ont marqué, des grandes voix qui ont marqué le XXe siècle. Donc notamment Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Guillaume Apollinaire, également Louis Aragon, puisque le spectacle mêle à la fois des extraits de théâtre, la chanson et la poésie. Donc on entend également le chanteur qui interprète, par exemple Jacques Brel, évidemment. Et en mai, puisque nous faisons une reprise du Grand 20e, on entendra aussi Georges Brassens, Georges Moustaki. Donc vraiment des personnages incontournables, soit en tant qu'auteur, soit en tant que comédien. Voilà.
D'accord. Alors, comme le dit une de vos comédiennes dans ce reportage, Madeleine, vous avez écrit un texte, Sarah. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce texte ainsi que sur les autres que vous avez écrits? Oui, alors Sarah, c'est Sarah Bernard. Donc comme on le sait, on appelait cette comédienne le monstre sacré. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression monstre sacré, quand on parle d'une tête d'affiche au théâtre notamment. Alors évidemment, une comédienne qui avait un talent immense, mais un caractère très particulier, en ce sens qu'elle était quasiment invivable. Et moi, ça m'a évidemment inspiré un texte de théâtre. Alors c'est vrai que Madeleine, vous l'avez vu, elle a un côté vraiment très... un côté un peu câlin. Donc il a fallu qu'elle dépasse cela pour pouvoir interpréter Sarah Bernard. Voilà, donc c'était aussi un petit défi que je me lançais. Ça s'appelle donc Sarah. Sarah Bernard, que l'on voit avec sa filleule et en même temps une grande actrice anglaise de l'époque. Et tout cela fait un rapport très conflictuel. Dans la pièce, il y a également un autre texte que j'ai écrit qui s'appelle La leçon particulière, et dans laquelle je joue. Et là, je voulais rendre un hommage à Eugène Ionesco à travers ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Donc voilà, c'est un professeur qui s'appelle Monsieur Joyeux, donc tout est dit déjà, qui donne des cours de diction. Et il reçoit donc des étudiantes, enfin des futures comédiennes, mais parfois elles sont un peu fantasques. Et comme il vit avec une gouvernante qui est plutôt elle vieille France, vous voyez tout de suite les antagonismes que je promets sur le plateau, quoi. Oui, oui, effectivement, il doit y avoir de l'animation sur le plateau. Alors, après plus d'une quarantaine de mises en scène, est-ce que vous avez toujours de l'appréhension avant une première, avant la représentation? C'est même plus de 50. Ah oui. Oui. Mais en 36 ans d'exercice, c'est un peu normal. D'accord. Voilà. C'est une bonne cadence. Donc de l'appréhension, on en est toujours. Parce qu'en fait, comme je suis donc auteur partiellement, metteur en scène pour l'ensemble du spectacle évidemment, directeur d'acteurs et comédien, donc tout ça, ce sont des pressions qui s'ajoutent. Donc on a de l'appréhension parce qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, y compris d'un problème technique, je ne vous apprends rien. Et donc par conséquent, effectivement, il y a une appréhension. Mais quand arrive le lever de rideau, c'est du bon trac qui nous porte et on a tellement envie de donner du plaisir, voilà, c'est un grand moment. Et j'avais employé le terme d'accouchement, moi je le ressens en tant que tel. Voilà, c'est vraiment une mise au monde. Et donc un spectacle qui naît à la lumière, c'est comme un enfant qui voit le jour. D'accord. Et n'est-ce pas trop difficile, justement, vous disiez que vous étiez à la fois comédien, metteur en scène, n'est-ce pas difficile de lier tout ça et de pouvoir gérer toutes ces missions? Si, mais si, c'est quand même, ça demande déjà une bonne organisation. Mais en même temps, on se fait plaisir parce que si je ne joue pas, j'ai une telle envie de les rejoindre sur le plateau qu'il y a une frustration. Donc je m'octroie de petits rôles qui me permettent de signer ma mise en scène en faisant de courts passages sur le plateau. Mais donc c'est surtout bien sûr une source de plaisir. Bon, ceci dit, le spectacle art vivant génère forcément du stress, mais c'est lié aussi au choix qu'on a fait. Très bien. Alors vous avez eu justement, la représentation a eu lieu il y a peu. Comment s'est passée cette représentation? Elle a été bien accueillie? Oui, alors on a eu un bon public, chaleureux, enthousiaste, donc ça fait plaisir, hein, c'est la meilleure des récompenses. Voilà. Ma troupe n'a pas démérité, c'est-à-dire qu'ils ont bien mouillé la chemise. Ils ont vraiment tout donné pour offrir un spectacle de qualité. Donc vous me voyez comblé. Et voilà. Donc je suis très satisfait, ça répond à mes attentes. On a eu quelques soucis techniques puisqu'on est obligé à l'Auditorium Saint-Nicolas de jouer des micro-cravates. Et donc comme la régie est un peu obsolète, on a eu quand même quelques petits soucis de l'arsène. Mais bon, ça c'est inhérent. Hein. Oui. Voilà, au théâtre, tout peut arriver. Combien de temps à peu près avez-vous eu pour répéter cette pièce et pour la mettre en scène avant la première représentation? Alors pour jouer, on a joué le 26 mars, on répète depuis le mois d'octobre, à raison de 3 heures par semaine. C'est une cadence moyenne, hein. Il arrive que pour des spectacles, quelque temps avant, on multiplie les répétitions, le temps des répétitions ou les répétitions elles-mêmes, mais voilà, ça c'est une cadence moyenne. Entre octobre et pour jouer en mars, pour une pièce qui fait 1h45. D'accord.
Alors si vous deviez, vous personnellement, choisir une pièce qui vous a particulièrement touché et qui vous tient à cœur, laquelle serait-elle? Ça c'est difficile, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est aussi un peu demander l'enfant que l'on préfère dans la famille. Hein. Mais bon, je vais plutôt, si vous le permettez, vous en citer plusieurs. Hein. Donc j'ai monté en 2004 La Mouette, qui est une pièce d'Anton Tchekhov, et je l'ai montée pour le centenaire de sa mort. Nous l'avons jouée à Paris, donc c'est une pièce fétiche. Mais il y en a d'autres, comme Le Journal d'un fou, que j'ai joué en Espagne, dans le théâtre de Federico García Lorca, à Fuente Vaqueros. Donc c'est un grand moment, parce qu'on fait 2000 km pour aller jouer une pièce. Hein. Ça, c'est une aventure. Voilà. Je pense aussi à la salle numéro 6. La salle numéro 6, c'est une nouvelle de Tchekhov, mais que j'ai adaptée pour le théâtre, qu'on a joué à Badenweiler en Allemagne, là où Tchekhov est mort, parce qu'il est mort hors de Russie. Et puis plus récemment, Turlupin et Fanfaronne, qui est une pièce à sketch satirique, qui m'a valu d'ailleurs le prix de l'auteur en 2009. Donc ça, ce sont les bébés qui m'ont marqué, quoi, qui m'ont provoqué des grossesses heureuses. D'accord, alors comme on voit, c'est difficile de choisir effectivement Oui, son bébé préféré. En tout cas, merci Dominique d'être venu sur notre plateau, d'avoir fait le déplacement. N'hésitez pas à retrouver donc la compagnie Anton Tchekhov sur les réseaux sociaux. Merci Dominique et nous passons tout de suite à la prochaine rubrique. Merci à vous. Dans cette seconde partie d'émission, nous recevons Lucas Cassia, chanteur et créateur du groupe de musique Lucas John and the Bodies. Bonjour Lucas, Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors comme je le disais, vous êtes le chanteur et le créateur du groupe de rock Lucas John and the Bodies et vous nous venez tout droit de Marseille. Alors afin de mieux vous connaître, je vous propose de regarder le reportage concocté par nos équipes. Dans le groupe, on n'est pas donc qu'un groupe musical, on est aussi une famille. On est quatre musiciens. Le premier, donc, c'est Baptiste qui est à la guitare et au chœur. On a aussi Flore qui est à la batterie, Christophe à la basse et moi-même à la guitare acoustique et au chant. Si on doit résumer notre musique en un seul style, c'est du rock and roll. Nos chansons sont influencées par Elvis Presley, par le blues, par la country, par le rock. On produit dans des pubs, dans des restaurants, des salles de concert sur Marseille et dans la région. Alors la formation du groupe, c'est une histoire, un coup de chance. Déjà, je connaissais Flore depuis, ça fait 4 ans qu'on joue ensemble plus ou moins. Je suis tombé vraiment par hasard sur Baptiste et Christophe. On s'est rencontrés dans un pub en fait, tout simplement. Moi j'étais avec Baptiste, on était en train de boire un coup. Et on a rencontré Lucas qui était sur scène. Donc petit déclic au niveau de sa voix et de sa façon de chanter. Donc on s'est permis d'aller le voir et de discuter avec lui. Au final, c'est parti d'une répète et on en a formé un groupe aujourd'hui, Lucas John and the Bodies. Notre amitié, elle est sincère et honnête depuis le début. On se voit souvent, on répète souvent. On s'est découvert, on a compris ce que nous étions chacun, on a créé des liens et on s'est rendu compte qu'on se complétait. Et je pense que c'est pour ça que le groupe marche aujourd'hui, qu'on fonctionne ensemble, qu'on arrive à avoir une musique ensemble. On est devenu un peu comme une famille, chacun a bien son rôle spécifique. C'est vraiment plus que des copains de groupe. Faire des concerts, c'est une expérience folle. Ça m'apporte des rencontres, et puis de l'amusement, du divertissement. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement bon. Déjà c'est un plaisir personnel parce que la musique c'est vraiment une passion. Ça nous permet de nous exprimer sur scène, voilà, de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens aussi. Ça nous apporte beaucoup de plaisir, ça nous apporte de la maturité, ça nous apporte
beaucoup d'éléments qui font qu'on ne peut que s'améliorer au fil du temps. On est accro au concert, donc je pense que ça représente beaucoup de choses pour nous. Et c'est indispensable maintenant pour notre vie. Je pense que le défaut de Lucas qui nous agace le plus, c'est qu'il est toujours en retard. Donc la ponctualité, ce n'est pas une qualité de Monsieur Lucas John. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur la page Facebook Lucas John and the Buddies pour avoir toutes les actualités. Alors Lucas, on vous connaît maintenant un peu mieux grâce à ce reportage et on ressent la place importante que tient la musique dans votre vie. Alors avec votre groupe, vous avez vécu de nombreux moments ensemble. Quel est votre meilleur souvenir? Alors bien évidemment, il y a plusieurs très très bons souvenirs dans une aventure comme celle-là. Je pense que la plus belle, ça a été un des premiers concerts qu'on a pu faire ensemble, qui était le jeudi 4 décembre 2014. On a eu l'occasion de participer à un festival concours qui est organisé un peu partout dans le monde et notamment en France. Et la première étape, une de ces premières étapes-là, était à Marseille. Et on a joué donc au Café Julien, dans une petite salle de concert où on a eu l'occasion de rencontrer d'autres groupes et d'être pris en charge du début jusqu'à la fin de manière très professionnelle avec des loges, un shooting photo qui nous avait été proposé, des balances, une très très bonne sonorisation. Tous les instruments étaient parfaitement mis en avant, enfin, le son était très très bien balancé. Il y avait un public aussi qui était vraiment présent, on avait rempli au moins 150 personnes, enfin, c'était vraiment une très belle date. Et étant donné que c'était bien préparé, nous on a donné beaucoup de générosité, d'émotion, de chaleur, tout ce qu'on pouvait apporter, on l'a apporté. Et il y a eu un très bon retour des gens qui nous ont vus. Donc c'était vraiment une très très belle date et ça reste un très beau souvenir. Alors combien de concerts, de représentations avez-vous fait depuis que vous formez le groupe Lucas John and the Buddies? Alors on a fait, depuis la création, donc à peu près cette date-là, il y a à peu près 1 an et demi, on a fait à peu près 50 dates, une cinquantaine. Alors la plupart du temps dans la région de Marseille, quelques-unes en extérieur, notamment quelques dates on a pu faire en Suisse durant le festival Rock the Piste avec certaines grosses têtes d'affiche. On en a fait une à Nice il n'y a pas très très longtemps. Puis la plupart du temps ce sont des concerts dans des salles de concert, des cafés-concerts, pubs pour le début, c'était souvent des pubs. Et puis petit à petit on partage aussi des plateaux avec d'autres groupes du même style, assez rock. Et ça prend son ampleur en attendant des grosses salles à Paris, pourquoi pas. Alors pouvez-vous nous dire de quel compositeur vous reprenez lors de vos concerts? Alors la plupart du temps, on n'a pas vraiment de compositeur on va dire favori. On essaie de changer un petit peu. Mais moi étant vraiment d'un style assez rock country, puis il y a Baptiste, le guitariste du groupe qui est plutôt blues, un petit peu métal parfois. Christophe aussi qui est un peu funk et Flore très pop. Du coup nos influences sont un peu de tous les coins. Et moi j'adore reprendre Elvis Presley, donc notre répertoire c'est beaucoup de Elvis Presley. Mais il y a aussi certains groupes comme les White Straps. On a eu aussi l'occasion de reprendre des chansons de Jerry Lee Lewis, plein de chansons de Johnny Cash aussi. Donc voilà, c'est un peu les années 50, les années 60, 70 aussi. Donc toujours repris à notre manière, avec notre propre son, nos manières de jouer les instruments. Ça aussi, c'est la particularité, c'est très important. D'accord. Et vous êtes aussi auteur, compositeur. De quel thème vous vous inspirez quand vous composez? Alors vous savez, j'ai toujours dit un artiste, c'est un peu comme un sociologue. Je pense que les artistes, ils ont pour métier d'observer les gens. C'est-à-dire qu'ils vont tirer des leçons un peu des réactions de chacun, des personnes qu'ils peuvent connaître. Et puis, selon leur réaction à une certaine situation, eux vont tirer une leçon, comme j'ai dit, et puis marquer ça sur papier
avec des accords, des paroles et une mélodie, et ça donne une chanson. Donc je pense que la plupart du temps, pour en tout cas ma part, c'est des compositions inspirées de constatations, d'expériences personnelles, d'émotions, de sentiments, que ce soit colère, tristesse ou joie, n'importe. Mais voilà, ça dépend des moments, quoi. Alors, vous commencez à être un peu connu sur Marseille et dans votre région. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, pour l'avenir, dans quelques temps, on a un single qui devrait sortir avant le début de l'été, qui sera disponible sur Internet. Après, on aura à la rentrée, voire la fin d'année, un EP avec 5 de nos compositions et disponible un peu partout, je pense, avec aussi certaines vidéos aussi sur Internet disponibles, sur les réseaux sociaux. On aura aussi le plaisir de faire des dates, j'espère, un peu partout en France et pourquoi pas à l'étranger comme on a pu faire récemment. Donc voilà, s'exporter petit à petit, se faire connaître un peu partout, ce sera notre objectif dans les années à venir. D'accord. Alors rapidement Lucas, si vous deviez choisir un album qui vous tient à cœur, lequel serait-il? L'album qui me tient à cœur, c'est Ultimate Gospel d'Elvis Presley. C'est un très très bel album avec des chansons gospel d'Elvis Presley, toutes reprises des chansons traditionnelles en général américaines ou anglaises. Donc voilà, c'est une vraie source d'inspiration, beaucoup d'émotions dans cet album. J'aime beaucoup. D'accord. Alors Lucas, je vois que vous avez ramené votre guitare. Est-ce que vous pourriez nous jouer un petit morceau là en live? Bien sûr, avec plaisir. Alors la chanson que je vais vous interpréter, c'est une composition qui s'appelle Rebel Life. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Come to me, here is something that you should be. Someone who'd talk to me, 'cause I'm here to see if I can beat men, so get down on my feet. I don't care who's get away from me. I tell you what is I to see the fear in your eyes. What about now? Baby, I want to go back home. I also need to stay alone. Baby, I want to go back home. I also need to stay alone. I used to be alive in this big old rebel life. Merci Lucas pour ce petit live et surtout merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Alors on vous souhaite un futur rempli de musique et de concerts. Merci à vous. N'hésitez pas à retrouver Lucas John and the Buddies sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, notre dernière rubrique fiction. Pour cette troisième et dernière partie d'émission, nous allons parler du téléfilm « Elles, les filles du Plessis », réalisé par Bénédicte Delmas et diffusé le 8 mars dernier sur France 3. Pour ce faire, nous allons recevoir Tiffany Vicogne, une étudiante en département audiovisuel à l'Université de Valenciennes qui a travaillé sur ce téléfilm. Bonjour Tiffany. Bonjour. Alors, comme je le disais, vous avez eu l'occasion de travailler sur le projet du téléfilm en collaboration avec Bénédicte Delmas. Avant de parler de cette expérience, je vous propose de regarder le reportage concocté par nos équipes. C'est un immense plaisir de présenter ce film pour la première fois ici, un immense honneur aussi. C'est un film qui met en scène des gamines qui ont entre 13 et 17 ans. Et c'est leur grève de la faim dans un foyer d'accueil pour mineurs enceintes en 1971. Voilà, c'est librement inspiré d'un fait divers. J'appelle notre foyer la maison de la seconde chance. Moi, j'ai 13 ans et je viens de La Réunion. Je suis enceinte de 7 mois et toi?
Ça a été un travail de recherche, c'est-à-dire que l'inspiration, elle s'est construite. Ça a été des recherches sur les costumes de l'époque, les coiffures de l'époque, sur la façon de vivre à l'époque. En tout cas, l'histoire nous raconte déjà beaucoup les rapports sociaux qui existaient dans ces années-là. Il y a eu des sources des contre-exemples d'inspiration, en tout cas, aussi, notamment par rapport aux couleurs. Et j'ai essayé de travailler dans le contraste, c'est-à-dire qu'elles sont dans un univers concentrationnaire, puisque ce foyer, c'est un endroit dans lequel elles sont enfermées de force. Et j'avais envie que ça soit quelque chose de très lumineux et de très coloré, de pastel, et que ça contraste avec la violence qui est faite à ces jeunes filles. On vous assiste pour une agression? Pour un viol. Les incestes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour te sortir le démon du corps? Manifestement, vous n'étiez pas très assidu puisque vous avez trouvé le loisir de tomber enceinte. C'est très gratifiant d'avoir déjà de trouver des petites comédiennes qui donnent corps à des personnages qu'on a écrits et de voir qu'elles collent parfaitement à ce qu'on avait en tête. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et après, de sentir sur le plateau leur envie de bien faire, leur disponibilité, leur investissement, c'est génial. Ensemble dedans, on peut s'en sortir. Nos familles ont honte de nous. Nous-mêmes, à force, on a honte de nous. Quand on se cacherait? Pour faire changer les choses, il faut faire... Je dirais que les bons souvenirs, c'est l'implication de l'équipe et de sentir une équipe technique et artistique, que ce soit les comédiennes ou mes électros, mes machinaux, d'avoir des gens d'un professionnalisme. Voilà, ça c'est la dominante du tournage et ça a été un bonheur de travailler comme ça dans des conditions pareilles. Mais nous, c'est notre vie qu'on joue. On a choisi de tourner dans le Nord parce que j'ai plusieurs copains réalisateurs qui avaient déjà tourné avec les équipes de fiction de France 3 Lille. Et on a eu le choix entre 3 régions. J'ai choisi Lille parce que c'est l'équipe qui était, à mon avis, la meilleure pour faire le film et je ne me suis pas trompée. Alors Tiffany, vous avez eu la chance de travailler sur ce projet. Quelles étaient vos missions sur ce téléfilm? Dans un premier temps, il y a eu le montage de certaines scènes du film, donc c'est-à-dire le tout premier montage avant que ce soit encore coupé par la suite. Et puis après, il y a eu bien sûr la bande-annonce qui m'a prise plusieurs semaines pour vraiment arriver à quelque chose de satisfaisant pour la réalisatrice. Et puis pour moi un peu aussi. Alors laquelle de ces missions vous a le plus plu? C'est la bande-annonce forcément, parce que c'est quelque chose de totalement différent du montage d'une scène de film. Et puis en plus c'était vraiment mon projet, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui était passé avant moi, il n'y a personne qui passe après moi, j'avais juste le retour de la réalisatrice et puis du monteur du film. Et du coup c'était vraiment quelque chose où je pouvais apporter mes idées, vraiment vraiment apporter mes propositions et c'était quelque chose de très intéressant à faire pour moi, une très bonne expérience. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la réalisation de cette bande-annonce? Qu'est-ce qui diffère d'un montage d'un film? La différence, c'est qu'on a vraiment tout le film à notre disposition. Il faut savoir sélectionner les bonnes répliques, les bonnes images qui vont permettre au spectateur qui va regarder de se dire « Ah ben ça, c'est intéressant », en même temps ce qui illustre le film aussi, sans trop en dire. C'était vraiment un travail de recherche pour vraiment trouver la bonne réplique, le bon plan pour dire d'arriver à quelque chose de bien et qui en dise pas trop sur le film. En fait, c'est surtout ça le principal problème, c'est qu'on a tendance à vouloir ajouter des éléments qu'on sait importants au film, et justement, c'est ce qu'il ne faut pas montrer en fait. D'accord. Et qu'avez-vous ressenti, vous, en tant qu'étudiante, lorsque vous avez vu votre projet diffusé à la télévision, surtout devant 5 millions de téléspectateurs? Un peu de fierté, forcément. Disons que quand on regarde le film chez soi et qu'on se dit « Ah ben ça, c'est moi qui l'ai fait, ça, c'est moi qui l'ai fait », on se dit voilà, il y a autant de personnes qui sont en train de le voir en même temps, donc on se sent un peu fier. En même temps, on sait très bien qu'il n'y a pas grand monde qui va savoir que c'est nous qui avons monté ces scènes-là, mais bon, ça fait plaisir, et puis forcément, on se dit que ça permet d'avoir un peu un retour aussi sur notre travail, et du coup, forcément un peu de fierté, ouais. Alors justement, ce film, vous l'avez vu, est-ce qu'il vous a touché?
Oui, parce que c'est une cause que je trouve belle, c'est un beau sujet que Bénédicte a décidé de travailler. Et puis, elle l'a fait d'une bonne façon dans le sens où il y a plusieurs cas qui étaient traités de façon différente. Et vraiment, d'une belle façon, c'est ce qui nous permet aussi de voir l'évolution qu'il y a eu sur la condition des femmes depuis les années 70. Et puis en étant une jeune femme moi-même, je me mets un peu dans la peau des personnages et puis je me dis que vraiment il y a une évolution qui a été faite et une évolution qui a encore à faire aujourd'hui. Et donc je m'identifie un peu et forcément ça me touche. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement de travailler avec quelqu'un comme Bénédicte Delmas? Quelles étaient vos relations? Alors c'était des très bonnes relations dans le sens où dès le premier jour elle m'a vraiment mis très à l'aise. Donc au début c'est toujours un peu impressionnant, on ne sait pas vraiment comment la réalisatrice va recevoir notre travail. Et puis en fait très vite elle nous met en confiance et puis elle nous encourage, elle sait dire quand c'est bien, quand c'est pas bien aussi. Et du coup nous ça nous fait avancer dans le travail, il y a vraiment une vraie relation professionnelle qui s'est installée. Et un réel échange dans le sens où elle était vraiment ouverte à ce que je pouvais lui proposer. En même temps, elle savait ce qu'elle voulait. Donc du coup, c'était un bon compromis qu'il fallait faire. Et c'était vraiment très, très intéressant et très enrichissant. Alors justement, Bénédicte Delmas nous a livré un petit message sur votre travail. Regardez. Je les ai trouvés absolument impressionnants. Impressionnants, pas tant par leur savoir-faire, parce que de toute façon, vu que je suis incapable de faire ce qu'ils font, je suis incapable de savoir quel est le niveau de difficulté, Ce qui m'a impressionné, c'est la disponibilité, l'envie de bien faire, et le côté... Moi, je les ai challengés tout le temps, et à chaque fois, j'ai eu en face des jeunes, parce que c'est vraiment pas ma génération, avec des gens qui relevaient ce défi, et ça m'a très agréablement surprise. Alors on voit que Bénédicte Delmas a été très satisfaite de votre travail ainsi que de celui de tous les étudiants de la Dream. Quelles sont vos réactions à chaud comme ça? Forcément on est content parce qu'on se dit que ce qu'on a fait, ça a fait plaisir et c'est très important dans le sens où c'est un projet qu'elle porte depuis des années et on n'a pas envie d'arriver et faire n'importe quoi. Et du coup c'est vraiment plaisant de savoir que ce qu'on a fait, ça lui a plu et c'était ce qu'elle attendait aussi de notre part. Donc vraiment, ça fait plaisir, ouais. Alors, est-ce que ce stage vous a donné envie de continuer dans ce domaine, dans la fiction? Oui, la fiction, c'était quelque chose dans lequel je voulais déjà travailler avant. Disons que c'est pour ça aussi que j'ai fait mon stage là-bas. Mais oui, là, ça m'a confortée parce que le montage des scènes de fiction, c'est quelque chose d'assez différent. On peut jouer un peu avec le temps, essayer de mettre des pauses là où il n'y en a pas, etc. pour donner la bonne émotion à la scène, pardon. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai appris plein de petites astuces de par mon maître de stage ou dans le travail lui-même. Et du coup, c'est quelque chose qui me plaît et dans lequel j'ai envie de continuer. D'accord. Merci Tiffany d'être venue sur ce plateau et bonne continuation pour vos études. Alors, c'est la fin de notre émission. On se retrouve bientôt pour plus d'actualités. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à tous ceux sans qui ce projet n'existerait pas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.